Je n'ai jamais pensé que je serais témoin de ma propre mort. La douleur lancinante dans ma poitrine m'a mis à genoux lors de la fête d'anniversaire de mes parents. Alors que je m'effondrais sur le sol, haletant, ma vision se rétrécissant, j'ai entendu la voix de ma sœur Amanda percer la panique. Il fait semblant, dit-elle aux ambulanciers avec assurance. Il fait toujours ça pour attirer l'attention. J'ai senti mon cœur s'arrêter littéralement alors que l'équipe médicale hésitait. Plus tard, depuis mon lit d'hôpital, j'ai entendu Amanda insister sur le fait que j'avais tout exagéré, malgré la confirmation des médecins d'un arrêt cardiaque. Ce moment a tout changé entre nous pour toujours. Ayant grandi à Westfield, en Pennsylvanie, Amanda et moi n'avions que 2 ans d'écart, mais nous ne pouvions pas être plus différents. J'avais 34 ans, elle 32, et notre relation avait toujours été compliquée. Enfant, nous partagions les liens fraternels typiques, construisant des forts dans le jardin et faisant du vélo dans Maple Street jusqu'au coucher du soleil. Mais même dans ces premiers jours, il y avait des signes des problèmes à venir. Amanda devait toujours gagner. Les jeux de société se terminaient avec des tables renversées si elle perdait. Les compétitions scolaires devenaient des champs de bataille. Alors que j'aimais apprendre pour le plaisir, obtenant principalement des accents trop d'efforts, Amanda luttait malgré un travail 2 fois plus acharné. Mes bulletins étaient fièrement affichés sur le réfrigérateur tandis que les siens étaient discrètement reconnus avec des encouragements à faire mieux la prochaine fois. Patrick a un don naturel, disait notre mère, ne réalisant pas à quel point ces mots entamaient la confiance d'Amanda. Notre père, un ingénieur en mécanique avec une vision pragmatique du monde, a involontairement favorisé la compétition entre nous. Le premier à tondre la pelouse choisit le film ce soir, annonçait-il, transformant les corvées en concours. Je laissais souvent Amanda gagner ses défis, sentant son besoin désespéré d'approbation. Mais elle savait toujours quand je me retenais, ce qui rendait ses victoires creuses. Le lycée a creusé le fossé entre nous. J'ai rejoint l'équipe de débat et excellé en mathématiques et en sciences. Amanda flottait entre les groupes sociaux, ne trouvant jamais vraiment sa place. Quand j'ai été élu président de classe en première, Amanda a cessé de me parler pendant 2 semaines. Nos parents ont attribué cela à un drame d'adolescent, mais j'ai reconnu quelque chose de plus profond et de plus préoccupant. Malgré la tension croissante, j'ai essayé de protéger notre relation. Quand Amanda a fait face au rejet de son université de rêve, alors que je recevais des lettres d'acceptation de plusieurs universités prestigieuses, j'ai délibérément choisi une école plus proche de la maison pour éviter de la faire se sentir inférieure. Mais même cette décision s'est retournée contre moi. Je n'ai pas besoin de tes choix de pitié, a-t-elle claqué quand je lui ai annoncé mes plans. Va à Cornell. Nous savons tous que tu le veux. Alors je l'ai fait. Et la distance physique entre nous pendant les années universitaires a créé un gouffre émotionnel qui ne s'est jamais complètement refermé. Nous avons glissé dans une relation superficielle, échangeant des plaisanteries pendant les vacances, mais nous nous engageons rarement dans des conversations significatives. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé à Chicago et j'ai construit une carrière réussie en tant qu'architecte, concevant des bâtiments commerciaux qui ont remporté plusieurs prix de l'industrie. Amanda est restée plus proche de chez elle, enchaînant divers emplois dans la vente au détail, l'administration, et finalement l'immobilier, sans jamais sembler trouver de satisfaction. Il y a 6 mois, je suis retourné à Westfield lorsque notre père a commencé à montrer les premiers signes de la maladie de Parkinson. Je voulais aider nos parents à entrer dans cette nouvelle phase de leur vie. Et peut-être naïvement, j'espérais reconstruire ma relation avec Amanda en tant qu'adulte. Les premiers signes de problème sont apparus lors d'un dîner de famille peu après mon retour. Notre père n'arrêtait pas de poser des questions sur mon dernier projet de bâtiment, reconnaissant à peine la récente certification immobilière d'Amanda. Patrick a toujours su ce qu'il voulait, dit-il fièrement, me serrant l'épaule, concentré dès le premier jour. J'ai remarqué les phalanges d'Amanda blanchir autour de sa fourchette, son sourire se crisper en une grimace. Après le dîner, je l'ai entendu dire à notre mère que mon cabinet d'architecture avait des difficultés financières, une pure invention que j'ai choisi de ne pas corriger, ne voulant pas créer de conflit sitôt après mon retour. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué de petits mensonges qu'Amanda racontait sur moi à la famille et aux amis. Elle a mentionné que j'avais été licencié de mon poste précédent alors qu'en fait, j'étais parti volontairement pour me rapprocher de nos parents. Elle a suggéré que mon condominium à Chicago avait été saisi plutôt que vendu avec un profit. Ce sont des faussetés mineures qui semblaient mesquines mais déroutantes. Je les ai considérées comme des tentatives inoffensives de se sentir plus en sécurité.
puis vint la réunion des anciens élèves à notre ancien lycée. J'y assistais par curiosité, intéressé de voir comment d'anciens camarades de classe avaient réussi au fil des ans. La soirée devint inconfortable lorsque Trevor Hamilton, maintenant professeur au collège communautaire local, m'aborda avec une expression étrange. « Alors, Amanda nous a raconté tes difficultés à l'école d'architecture, dit-il, baissant la voix avec sympathie. Ça a dû être difficile de devoir tricher pour passer ces cours techniques. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Pardon ? Elle a mentionné les problèmes de plagiat avec ton projet de fin d'études, continua Trevor. Mais bon, nous avons tous coupé les coins ronds quelque part, n'est-ce pas ? En rentrant chez moi ce soir-là, mon esprit s'emballait devant les implications de ce que Trevor avait dit. Ce n'était pas une petite embellie ou un pieux mensonge. C'était une diffamation, sapant délibérément ma réputation professionnelle et mon intégrité. La question était pourquoi ? Que pouvait bien gagner Amanda en répandant de telles rumeurs dommageables sur son propre frère ? La réponse m'a frappé avec une clarté stupéfiante. Si elle ne pouvait pas atteindre mon niveau de succès, elle essaierait de me rabaisser au sien. La révélation fut à la fois choquante et profondément triste. Ma propre sœur, quelqu'un que j'avais protégé et soutenu tout au long de nos vies, s'employait activement à détruire ma réputation. Le lendemain matin de la réunion des anciens élèves, j'ai appelé Amanda et lui ai demandé de nous rencontrer au café local, un territoire neutre où nous pourrions parler en privé. Elle est arrivée 20 minutes en retard, sans s'excuser, le visage masqué d'une innocence feinte. « Y a-t-il un problème ?» a-t-elle demandé, remuant son latte avec une inquiétude exagérée. « J'ai rencontré Trevor Hamilton hier soir », ai-je dit, observant attentivement son expression. « Il a mentionné des choses intéressantes que tu lui as racontées sur mon passage à l'école d'architecture. » Le visage d'Amanda est resté remarquablement impassible. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Tu lui as dit que j'avais triché pour passer mes études. Amanda, tu as dit que mon projet de fin d'études était plagié. » Elle a ri. Le son était cassant et faux. C'est ridicule. Trevor a du mal comprendre quelque chose que j'ai dit. Tu sais comment les gens déforment les choses. Malgré mon insistance. Elle a tout nié, finissant par me retourner l'accusation. Tu as toujours été si paranoïaque, Patrick. C'est pour ça que les gens s'inquiètent pour toi. J'ai quitté le café frustré et manipulé, me demandant si Trevor avait vraiment mal compris. Mais au cours des semaines suivantes, des conversations similaires avec d'autres connaissances ont confirmé qu'Amanda avait systématiquement répandu des mensonges sur moi dans notre cercle social. La situation a empiré quand Jessica, une femme avec qui je sortais depuis environ un mois, est soudainement devenue distante et a fini par rompre. Je ne pense pas pouvoir être avec quelqu'un qui est toujours accro à son ex, a-t-elle expliqué lors de notre dernière conversation. Quel ex, ai-je demandé, sincèrement confus. Amanda m'a parlé de Sarah. Comment tu es toujours amoureux d'elle et tu m'utilises juste comme une distraction. J'apprécie l'honnêteté, même si elle ne vient pas directement de toi. Il n'y avait pas de Sarah. Il n'y avait pas eu de relation sérieuse depuis mon retour à Westfield. La fabrication était si spécifique et délibérée qu'elle me laissa sans voix. Jessica partit avant que je ne puisse formuler une réponse cohérente, et mes tentatives de la contacter par la suite restèrent sans réponse. Pendant ce temps, le 40e anniversaire de nos parents approchait, créant des interactions inévitables avec Amanda. Notre mère voulait une fête au country club avec la famille et les amis proches. Et malgré mon meilleur jugement, j'ai accepté d'aider à la planifier. Vous deux qui travaillez ensemble, ce sera merveilleux, a dit notre mère, espérant clairement que le projet nous rapprocherait. Amanda s'est immédiatement portée volontaire pour co-organiser, mais a rapidement pris le contrôle total. Elle a programmé des réunions de planification quand j'avais des appels clients réguliers, a pris des décisions sans me consulter et s'est présentée à nos parents comme l'enfant dévoué qui s'occupait de tout pendant que j'étais trop occupé pour participer. Pendant cette période, j'ai commencé à ressentir des symptômes de santé préoccupants. Des douleurs thoraciques occasionnelles, un essoufflement et des palpitations cardiaques qui me réveillaient la nuit. Au début, je les ai attribués au stress de gérer Amanda et à l'adaptation au déménagement dans ma ville natale. Mais quand j'ai failli m'évanouir en montant un escalier, j'ai finalement pris rendez-vous avec un cardiologue. Le docteur Lawson a effectué plusieurs tests et a annoncé des nouvelles préoccupantes, mais pas entièrement surprenantes. Votre ECG montre des anomalies compatibles avec une arythmie induite par le stress, mais il y a aussi des preuves suggérant une composante génétique.
Quelqu'un dans votre famille a-t-il eu des problèmes cardiaques? J'ai mentionné notre grand-père paternel qui est décédé d'une crise cardiaque dans la cinquantaine. Le docteur Lawson hocha gravement la tête. Compte tenu de vos antécédents familiaux et de vos symptômes actuels, je veux que vous commenciez immédiatement un traitement et que vous apportiez des changements à votre mode de vie. Réduisez le stress autant que possible. J'ai presque ri de l'ironie. Réduire le stress semblait impossible avec les attaques constantes d'Amanda et l'anniversaire de nos parents à quelques semaines. Alors que je quittais le cabinet du docteur Lawson, j'ai reçu un appel de notre père me demandant si je ferais un discours à la fête d'anniversaire. Votre mère adorerait ça et vous avez toujours eu le don des mots, a-t-il dit. J'ai accepté, n'ayant pas le cœur de refuser. Quand j'ai mentionné le discours à Amanda lors de notre prochaine réunion de planification, son expression s'est assombrie. Papa t'a demandé spécifiquement. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Il t'a probablement demandé aussi, ai-je suggéré, essayant de désamorcer la tension. Non, Patrick. Encore une fois, tu es l'élu, a-t-elle répondu, sa voix dégoulinante de ressentiment. Ce soir-là, j'ai découvert quelque chose de troublant en aidant notre mère à organiser des documents financiers pour la saison des impôts. Amanda avait emprunté des sommes considérables à nos parents au cours de la dernière année, totalisant près de 20 000 $, sans aucune preuve de remboursement. Lorsque j'ai délicatement abordé le sujet avec notre père, il a semblé mal à l'aise et a rapidement changé de sujet, protégeant Amanda comme il l'avait toujours fait lorsqu'il s'agissait de ses erreurs. Dans une dernière tentative de réparer notre relation avant la fête d'anniversaire, j'ai invité Amanda à dîner dans son restaurant préféré. Pendant la première heure, la conversation est restée superficiellement agréable, alors que nous discutions de sujets anodins comme les nouvelles locales et les souvenirs d'enfance. Mais quand j'ai délicatement soulevé mes préoccupations concernant notre relation actuelle, tout s'est effondré. J'ai remarqué que les choses étaient tendues entre nous, commençai-je avec prudence. Si j'ai fait quelque chose pour te contrarier, j'aimerais comprendre afin que nous puissions y remédier. La façade d'Amanda se fissura, révélant la colère latente en dessous. Bien sûr, Saint Patrick, toujours si compréhensif et magnanime. Ça doit être agréable d'être parfait. Je suis loin d'être parfait, Amanda. J'essaie juste d'avoir une conversation honnête. Honnête? Tu veux de l'honnêteté? Sa voix s'éleva, attirant les regards des convives voisins. Et si tu reconnaissais honnêtement que tout a toujours été facile, alors que j'ai dû me battre pour la moindre reconnaissance? Et si tu admettais honnêtement que nos parents vénèrent le sol sur lequel tu marches, tandis que je suis une pensée après coup? Ces mots me laissèrent sans voix, non parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils révélaient à quel point sa perception était devenue complètement déformée. Nous quittâmes le restaurant dans un silence inconfortable, pas plus près d'une résolution qu'auparavant. Le week-end suivant, en aidant un ami à déménager, j'ai découvert que la campagne d'Amanda contre moi allait bien au-delà de la simple propagation de rumeurs. Jake, mon ami le plus proche depuis le lycée, m'a montré à contre-cœur plusieurs enregistrements audio qu'Amanda avait envoyés à des amis communs. C'étaient des conversations entre Amanda et moi, éditées sélectivement pour me faire paraître arrogant, méprisant et même cruel. Dans un clip particulièrement manipulé, des commentaires innocents sur les décisions commerciales d'un ami de la famille étaient coupés ensemble pour donner l'impression que je me moquais de leurs difficultés financières. Elle les envoie à tout le monde, a admis Jake. Je pensais que tu devrais savoir. Ce n'est pas une rivalité fraternelle normale, Patrick. Il y a quelque chose de grave qui ne va pas ici. À mesure que la fête d'anniversaire approchait, ma santé continuait de se détériorer. Le médicament prescrit par le docteur Lawson aidait les palpitations, mais me laissait fatigué. Entre la gestion de mes projets d'architecture, l'aide à mes parents et la navigation dans le comportement de plus en plus hostile d'Amanda, mon corps montrait des signes clairs de tension. Mais j'étais déterminé à rendre la célébration de mes parents parfaite, quel qu'en soit le coût personnel. 2 semaines avant la fête d'anniversaire de nos parents, j'étais en train d'examiner des plans de construction avec un client lorsque la pièce a soudainement commencé à tourner. Ma vision s'est brouillée, mon cœur s'est emballé de manière irrégulière, et avant que je ne puisse m'excuser, je me suis effondré sur le sol de la salle de conférence. Mon assistante a appelé une ambulance, et j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital Westfield Memorial. Aux urgences, le docteur Lawson a ordonné un bilan cardiaque complet, y compris un échocardiogramme, un test d'effort et des analyses de sang. Les résultats étaient plus graves que nous ne l'avions initialement pensé. Patrick,
vous avez une malformation cardiaque congénitale appelée cardiomyopathie hypertrophique, expliqua-t-il, me montrant les images de mon cœur. C'est un épaississement du muscle cardiaque qui rend plus difficile le pompage du sang par votre cœur. Il est probable qu'elle soit présente depuis la naissance, mais n'est devenue symptomatique que récemment en raison du stress et de l'âge. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir, ai-je demandé, essayant de digérer le diagnostic. Nous devons ajuster votre traitement immédiatement et vous devrez apporter des changements importants à votre mode de vie. La réduction du stress n'est plus seulement recommandée maintenant. Elle est essentielle. Un autre épisode comme celui d'aujourd'hui pourrait être bien plus grave, potentiellement même fatal. J'ai quitté l'hôpital avec une nouvelle ordonnance et des instructions strictes pour éviter les activités intenses et le stress émotionnel. L'ironie ne m'a pas échappé. Avec la fête d'anniversaire qui approchait et le comportement d'Amanda devenant de plus en plus erratique, le stress semblait inévitable. Après mûre réflexion, j'ai décidé de garder mon état secret jusqu'après la célébration. Nos parents avaient déjà assez de soucis avec la maladie de Parkinson de mon père, et je ne voulais pas éclipser leur anniversaire avec des inquiétudes concernant ma santé. Je leur dirai après la fête, lorsque le moment serait plus approprié. Malheureusement, Amanda a découvert mes médicaments en passant chez moi pour déposer du matériel de planification de fête. Elle est entrée dans la salle de bain sans permission et en est ressortie tenant le flacon orange d'ordonnance, le visage mêlé de curiosité et d'accusation. « Qu'est-ce que tu prends exactement, Patrick ?» demanda-t-elle, examinant l'étiquette avec une inquiétude exagérée. J'ai songé à mentir, mais j'ai réalisé que cela pourrait être une opportunité pour une véritable connexion. Peut-être ma crise de santé pourrait-elle combler le fossé grandissant entre nous. J'ai une maladie cardiaque, ai-je expliqué, prenant le flacon de ses mains. Ça s'appelle la cardiomyopathie hypertrophique. Le médicament aide à réguler mon rythme cardiaque. L'expression d'Amanda s'adoucit un instant. Un aperçu de la sœur dont je me souvenais de mon enfance. Ça a l'air sérieux. Maman et papa sont-ils au courant? Pas encore. Je ne veux pas les inquiéter avant leur anniversaire. J'apprécierais que tu gardes ça entre nous pour l'instant. Elle hocha solennellement la tête. Bien sûr, la famille doit se soutenir mutuellement en cas de crise de santé. Elle m'a même fait un câlin avant de partir, le premier contact physique authentique entre nous depuis des mois. Pendant quelques jours, je me suis permis d'espérer que mon état de santé aurait pu déclencher une réconciliation. Amanda a appelé pour prendre de mes nouvelles, m'a apporté des repas bons pour le cœur et semblait sincèrement préoccupée par mon bien-être. Le changement était si spectaculaire que je me suis demandé si j'avais mal jugé ses intentions depuis le début. Mon optimisme s'est évaporé le dimanche suivant lors du dîner chez nos parents. Ma mère a servi des lasagnes, mon plat réconfortant préféré de l'enfance, et a mentionné qu'elle l'avait fait spécialement parce qu'Amanda leur avait dit que je traversais une période difficile. Amanda a mentionné que vous pourriez avoir des problèmes de santé, a dit mon père avec prudence. Quelque chose à propos de problèmes cardiaques. J'ai jeté un coup d'œil à Amanda, qui évitait soigneusement mon regard. Tant pis pour garder mon état privé. Je gère une légère affection cardiaque, ai-je dit, essayant de minimiser leur inquiétude. Rien de grave. Je prends juste des médicaments par précaution. Ce n'est pas ce qu'Amanda nous a dit, a interrompu ma mère. Elle a dit, vous pourriez inventer des problèmes de santé pour attirer l'attention parce que vous vous sentez éclipsé par son succès dans l'immobilier. L'accusation était si absurde que j'ai momentanément perdu la capacité de parler. Quand j'ai retrouvé mon calme, j'ai expliqué posément mon diagnostic, le traitement et les recommandations du docteur Lawson. Mes parents semblaient confus, pris entre deux récits contradictoires de leurs enfants. Nous sommes juste préoccupés, a dit mon père diplomatiquement. Avec ma maladie de Parkinson et maintenant votre cœur, il semble que les problèmes de santé entourent soudainement cette famille. Après le dîner, j'ai affronté Amanda dans l'allée. Tu avais promis de garder mon état secret. J'étais inquiète pour toi, a-t-elle répondu avec une innocence aux yeux écarquillés. Et franchement, Patrick, tu agis bizarrement depuis ton retour, prétendre des problèmes cardiaques juste avant la grande célébration de maman et papa semble pratique pour attirer l'attention. Je me suis effondré au travail, Amanda, j'ai été transporté à l'hôpital en ambulance. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Elle haussa les épaules. Si tu le dis, mais tu as toujours eu un penchant pour le drame quand tu n'es pas le centre d'attention. J'ai rentré chez moi cette nuit-là, mon cœur littéralement douloureux,
à la fois à cause de ma condition médicale et de la douloureuse réalisation que ma sœur n'était pas seulement pleine de ressentiment, mais potentiellement dangereuse pour mon bien-être. Elle avait pris quelque chose d'aussi grave que ma santé et l'avait transformée en une autre arme contre moi. Le lendemain matin, Jake m'a appelé après avoir parlé avec mes parents. « Ta sœur dit aux gens que tu inventes des problèmes de santé », a-t-il dit, sa voix tendue de colère. Et apparemment, elle suggère que tu as peut-être des problèmes psychologiques plutôt que physiques. Jake était devenu mon plus fidèle allié à travers cette épreuve, témoignant directement du comportement d'Amanda et offrant une perspective objective. Tu dois être prudent, Patrick. Ce niveau de manipulation n'est pas normal, et avec ta condition cardiaque, tu ne peux pas te permettre de prendre des risques. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant concernant mes médicaments. Les pilules semblaient légèrement différentes de celles que j'avais prises auparavant, un peu plus grosses et avec un éclat légèrement différent. Alarmé, j'ai appelé la pharmacie pour vérifier l'apparence du médicament, seulement pour découvrir que ce que j'avais pris au cours des 3 derniers jours n'était pas du tout mon médicament cardiaque prescrit. J'ai apporté les pilules à un pharmacien local qui les a identifiées comme des suppléments en vente libre qui ressemblaient à mon ordonnance, mais ne contenaient aucun des ingrédients actifs nécessaires pour réguler mon état cardiaque. Quelqu'un avait falsifié mes médicaments, remplaçant des médicaments vitaux par des substituts inoffensifs mais inutiles. La seule personne qui avait accès à mon appartement et connaissait mes médicaments était Amanda. La réalisation me glaça le sang. Ce n'était pas juste une rivalité fraternelle ou du ressentiment. C'était quelque chose de bien plus perturbant et potentiellement mortel. Ma propre sœur avait délibérément altéré des médicaments que mon médecin avait jugés essentiels pour prévenir un autre événement cardiaque. J'ai immédiatement renouvelé mon ordonnance. Cette fois, je l'ai gardée sous clé dans un petit coffre-fort dans ma chambre. J'ai également installé une caméra de sécurité simple dans mon salon, ne voulant pas croire qu'Amanda entrerait de nouveau chez moi sans permission, mais ne voulant pas prendre de risques avec ma santé. La fête d'anniversaire était maintenant à quelques jours. Et malgré les avertissements du médecin concernant le stress, mon anxiété était à son comble. Mon état cardiaque empirait. Ma sœur semblait travailler activement contre ma santé, et mes parents étaient pris entre deux feux, ne sachant pas quoi croire de leurs propres enfants. Le soir de la fête du 40e anniversaire de nos parents, le temps était parfait, le country club brillait sous un ciel de juin clair. Malgré mes inquiétudes croissantes concernant ma santé, j'étais déterminé à rendre cette soirée spéciale pour eux. Je suis arrivé tôt pour vérifier les derniers arrangements, m'assurant que tout, des centres de table floraux au gâteau d'anniversaire, répondait aux normes que nos parents méritaient. Les invités ont commencé à arriver à 18h, remplissant la salle de banquet de rire et de conversation. Nos parents sont entrés sous les applaudissements. Mon père avait l'air distingué malgré le léger tremblement de sa main gauche. Ma mère, radieuse dans une robe bleu roi qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Pour leur bien, j'ai maintenu une façade joyeuse, saluant la famille, les amis et les parents éloignés avec des poignées de main chaleureuses et des sourires sincères. Amanda est arrivée élégamment en retard, attirant l'attention dans une robe rouge éclatante. Elle a étreint nos parents de manière théâtrale, leur offrant un cadeau ostentatoire, un forfait week-end que je savais qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre compte tenu de sa situation financière. Notre mère a pleuré de bonheur tandis que notre père rayonnait de fierté. « Tu n'aurais pas dû, ma chérie », a-t-il dit en embrassant Amanda. « Seulement le meilleur pour vous deux », a-t-elle répondu, me lançant un regard triomphant par-dessus son épaule. La première heure s'est déroulée assez agréablement. J'ai discuté avec les invités, siroté de l'eau plutôt que du champagne en raison de mes médicaments, et j'ai essayé de me concentrer sur la célébration du mariage remarquable de mes parents plutôt que sur mes préoccupations de santé croissantes. Mais à mesure que le dîner avançait, j'ai commencé à me sentir distinctement mal. Une pression persistante s'est installée dans ma poitrine, mon bras gauche picotait désagréablement et des gouttes de sueur perlaient sur mon front malgré la pièce bien climatisée. Après le plat principal, Amanda s'est levée pour prononcer son discours. Elle a parlé avec éloquence de la dévotion de nos parents l'un envers l'autre, de leur sacrifice pour leurs enfants et de leur soutien indéfectible à travers les défis de la vie. Puis elle a fait un virage inattendu. Et je tiens à remercier tout particulièrement mon frère Patrick, a-t-elle dit, me désignant d'un geste avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qui, malgré son emploi du temps chargé et sa carrière importante, a réussi à prendre du temps pour le jour spécial de nos parents. Certains d'entre nous ont été ici constamment à gérer les défis quotidiens des parents vieillissants, tandis que d'autres ne font que passer quand cela leur convient.
Mais nous sommes tous une famille, et c'est ce qui compte. Le compliment déguisé est resté en suspens, créant un silence gênant avant qu'elle ne poursuive en douceur avec des sentiments plus conventionnels. Nos parents ne semblaient pas remarquer la pique subtile, mais plusieurs invités se sont agités maladroitement sur leur siège, conscients de l'hostilité sous-jacente. Au moment où Amanda a terminé son discours, mon état s'était considérablement détérioré. La pression dans ma poitrine s'était transformée en une douleur lancinante qui irradiait à travers le haut de mon corps. Ma respiration est devenue laborieuse, et la pièce s'inclinait parfois de manière alarmante. Je suis discrètement sorti pour appeler le docteur Lawson, qui a répondu au deuxième coup de fil. « Patrick, tout va bien ?» J'ai décrit mes symptômes aussi calmement que possible, essayant de minimiser le son de la tension dans ma voix. « Vous devez vous rendre immédiatement aux urgences », a-t-il répondu sans hésitation. « Ces symptômes suggèrent que vous pourriez être en train de subir un événement cardiaque. Ne conduisez pas vous-même. Demandez à quelqu'un de vous emmener ou appelez une ambulance. Ce n'est pas quelque chose à attendre, Patrick. » J'ai terminé l'appel et j'ai pris un moment pour me calmer. Je ne voulais pas créer de scène lors de la célébration de mes parents, mais l'urgence du docteur Lawson était claire. J'ai décidé de trouver Jake, de lui demander de me conduire à l'hôpital et d'expliquer à mes parents plus tard, une fois la fête terminée. Alors que je rentrais dans la salle de banquet, la douleur s'est intensifiée de façon spectaculaire. La pièce tournait, les voix sont devenues lointaines et échos, et ma vision s'est rétrécie à un point. J'ai agrippé une chaise voisine pour me soutenir, mais mes jambes ont cédé sous moi. J'étais vaguement conscient de tomber, des halètements et des cris des invités proches, de la voix paniquée de ma mère appelant mon nom. Puis Amanda était là, agenouillée à côté de moi alors que quelqu'un me roulait sur le dos. À travers le brouillard de douleur et de confusion, j'ai entendu sa voix, contrôlée et autoritaire. « Il va bien », disait-elle au cercle inquiet qui se rassemblait autour de nous. Patrick a toujours été un peu dramatique. Il a probablement trop bu et cherche à attirer l'attention. Même dans mon état semi-conscient, la cruauté de ces mots s'est fait sentir. Quelqu'un, peut-être Jake, a vivement protesté. Il n'a pas bu une seule goutte de la nuit. Il a besoin d'attention médicale. Je suis sa sœur, a rétorqué Amanda. Je le connais mieux que personne. Il fait des coups comme ça quand il n'est pas le centre d'attention. Laissez-lui de l'espace et il se rétablira miraculeusement une fois que tout le monde sera suffisamment préoccupé. La douleur dans ma poitrine est devenue insupportable. Une poigne de fer pressant mon cœur jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. L'obscurité a rampé des bords de ma vision alors que quelqu'un appelait le 911. Le temps s'est fragmenté, s'étirant et se comprimant de manière imprévisible. J'ai entendu des sirènes, senti des mains vérifier mon pouls, capté des bribes de conversations urgentes autour de moi. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, professionnels et efficaces. Alors qu'ils commençaient les procédures d'évaluation, Amanda a poursuivi sa campagne de dénigrement. Il a des antécédents de ces épisodes, leur a-t-elle dit avec assurance. C'est psychosomatique. Notre médecin de famille a confirmé qu'il n'y a rien de physiquement anormal chez lui. L'un des ambulanciers a hésité, me regardant moi et Amanda avec incertitude. Ce moment d'hésitation, cette fraction de seconde où les professionnels de la santé se sont demandé s'il fallait me soigner en se basant sur les mensonges de ma sœur, allait plus tard hanter mes cauchemars. Il prend des médicaments pour le cœur, la voix de Jake a traversé la confusion. Il a une condition diagnostiquée. Vérifiez son portefeuille. Il y a une carte d'alerte médicale. Dieu merci pour Jake. Les ambulanciers ont trouvé la carte, ont immédiatement compris la gravité de la situation et sont passés à l'action avec une urgence renouvelée. Ils m'ont fixé des électrodes sur la poitrine, administré des médicaments et préparé pour un transport d'urgence. La dernière chose dont je me souviens avant de perdre complètement connaissance, c'était le visage d'Amanda planant au-dessus de moi, non pas préoccupé, mais agacé, comme si mon urgence médicale était une perturbation inopportune de sa soirée. Puis tout est devenu noir. J'ai appris plus tard que mon cœur s'était complètement arrêté dans l'ambulance. Les ambulanciers ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, RCP, et utilisé un défibrillateur pour relancer mon cœur avant que nous n'atteignions l'hôpital. J'ai été cliniquement mort pendant environ 47 secondes. Le plus étrange de l'expérience fut que, bien qu'inconscient, j'ai maintenu un certain niveau de conscience. Je ne pouvais ni bouger ni réagir, mais j'entendais les conversations autour de moi, comme écouter une pièce radiophonique sans pouvoir y participer.
Ce phénomène, j'allais l'apprendre plus tard, n'est pas rare chez les patients cardiaques et a été documenté dans la littérature médicale. C'est ainsi que j'ai entendu Amanda poursuivre sa campagne de tromperie même lorsque les médecins se battaient pour me sauver la vie. Il agit bizarrement depuis des mois, dit-elle à quelqu'un dans la salle d'attente de l'hôpital, sa voix portant jusqu'à l'endroit où je gisais immobile, inventant des problèmes de santé, se disant persécuté. Notre médecin de famille lui a suggéré qu'il avait besoin d'une aide psychiatrique, mais il a refusé d'y penser. Cet effondrement n'est qu'un autre cri pour attirer l'attention, Madame Wilson. Une voix médicale ferme répondit, « Votre frère est dans un état critique suite à un arrêt cardiaque confirmé. » Ces dossiers médicaux documentent clairement une malformation cardiaque congénitale exacerbée par le stress. C'est une urgence médicale très réelle et potentiellement mortelle, pas un épisode psychologique. Les médecins peuvent aussi être dupes, répliqua Amanda avec dédain. Patrick a toujours été convaincant. Même au bord de la mort, ma sœur ne pouvait reconnaître la vérité. Son besoin de me rabaisser, de réécrire la réalité pour l'adapter à son récit, l'emportait sur l'instinct humain le plus fondamental de protéger sa famille. À ce moment-là, flottant entre conscience et oubli, j'ai réalisé que notre relation était irréparable. Quel que soit l'amour fraternel qui avait existé entre nous, il avait été consumé par son ressentiment, ne laissant que des cendres toxiques. Je me suis réveillé à l'unité de soins intensifs 3 jours après la fête d'anniversaire, entouré de moniteurs bipants et de l'odeur antiseptique du désinfectant hospitalier. Ma mère somnolait sur une chaise à côté du lit. Son visage était marqué d'inquiétude même dans son sommeil. Ma gorge était irritée par le tube respiratoire qui venait d'être retiré et ma poitrine me faisait mal à la fois à cause de l'événement cardiaque et de la réanimation cardio-pulmonaire qui m'avait maintenu en vie. Quand j'ai légèrement bougé, ma mère s'est réveillée en sursaut. « Patrick » a-t-elle murmuré, les yeux se remplissant de larmes alors qu'elle appuyait sur le bouton d'appel de l'infirmière. « Tu es de nouveau avec nous. » Au cours des heures suivantes, à travers de brèves conversations limitées par mon état affaibli, j'ai reconstitué ce qui s'était passé. Après l'arrêt de mon cœur dans l'ambulance, l'équipe d'urgence m'avait réanimé et m'avait transporté en chirurgie. Le docteur Lawson, appelé spécialement malgré l'heure tardive, avait pratiqué une intervention pour réguler mon rythme cardiaque et insérer un petit appareil qui aiderait à prévenir de futurs arrêts cardiaques. « Vous êtes littéralement mort pendant près d'1 minute », a expliqué le docteur Lawson lors de ses visites matinales. Si votre ami n'avait pas insisté pour un traitement immédiat et fourni vos informations médicales, le résultat aurait pu être très différent. Mes parents venaient quotidiennement. Le tremblement dû à la maladie de Parkinson de mon père était plus prononcé à cause du stress. Ma mère apportait de la soupe faite maison et des prières larmoyantes pour ma guérison. Jake venait chaque fois que la politique hospitalière le permettait, apportant des livres, des nouvelles du monde extérieur et une amitié indéfectible. Notamment absente était Amanda, elle venait, mais rarement en présence d'autres personnes, et j'ai rapidement pris l'habitude de faire semblant de dormir quand elle entrait dans la pièce. Cela me permettait d'observer son vrai comportement sans le masque qu'elle portait pour les autres. Lors d'une de ces visites, je l'ai écoutée parler au téléphone en se tenant près de la fenêtre de ma chambre, me croyant inconscient. « Bien sûr, je suis à l'hôpital », dit-elle, sa voix portant clairement dans la pièce silencieuse. « Je dois montrer mon soutien même si nous savons tous qu'il exagère la gravité. Les médecins sont prudents parce qu'ils ont peur des poursuites. Mais entre nous, il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque réel. Juste une grave crise d'anxiété qu'il exploite à fond. » Le déni désinvolte de mon expérience de mort imminente était stupéfiant. Les dossiers médicaux documentaient clairement l'arrêt de mon cœur. La réanimation d'urgence, la chirurgie pour traiter la condition sous-jacente, pourtant Amanda continuait de pousser son récit selon lequel j'inventais des problèmes de santé pour attirer l'attention. À une autre occasion, je l'ai entendu parler à une infirmière devant ma porte. « Mon frère a-t-il demandé une consultation psychiatrique ? Il a des antécédents d'anxiété et d'hypocondrie que notre médecin de famille a traités. » « Je ne suis pas autorisé à discuter des détails du traitement d'un autre patient, » répondit l'infirmière professionnellement. « Mais je peux vous assurer que l'état cardiaque de votre frère est très réel et très grave. » Bien sûr, Amanda se rétracta en douceur. « Je veux juste m'assurer qu'il reçoit des soins complets. La santé mentale peut avoir un impact sur la récupération physique, vous savez. » Jake, en visite plus tard ce jour-là, a révélé qu'il avait enregistré certaines des déclarations les plus flagrantes d'Amanda avec son téléphone. « Je déteste faire ça, Patrick, mais quelque chose ne va pas du tout avec elle.
Elles racontent des histoires complètement différentes à différentes personnes, et aucune d'elles ne correspond à la réalité. Je pensais que tu pourrais avoir besoin de preuves à un moment donné. Il a rejoué plusieurs clips. Amanda disant à un ami de la famille que j'avais abusé de médicaments sur ordonnance, ce qui avait entraîné mon effondrement. Amanda suggérant au frère de notre père que j'avais inventé ma condition cardiaque pour éviter des responsabilités professionnelles. Amanda insinuant au personnel hospitalier que j'avais des antécédents d'automutilation pour attirer l'attention. Pourquoi ferait-elle ça, ai-je demandé, sincèrement perplexe malgré tout ce que je savais déjà. Que pourrait-elle éventuellement gagner en niant ma condition médicale? Même après que j'ai failli mourir. Jake hésita avant de répondre. Je pense que dans son esprit, ton état grave te replace au centre de l'attention. Elle ne peut pas gérer ça. L'inquiétude de tes parents pour toi diminue leur attention sur elle, et elle ne peut tolérer d'être secondaire dans aucune situation. Une infirmière compatissante, Hélène, qui avait été témoin de certains comportements d'Amanda, a offert des informations supplémentaires. Votre sœur a essayé d'accéder à vos dossiers médicaux hier. Elle a dit au personnel administratif qu'elle avait une procuration pour vos décisions en matière de soins de santé. Quand ils lui ont demandé des documents, elle est devenue très agitée et est partie. Les implications étaient glaçantes. Qu'aurait fait Amanda avec un accès à mes informations médicales ou un pouvoir de décision sur mon traitement? Compte tenu de ses antécédents de falsification de mes médicaments et de minimisation de mon état, je frissonnais à l'idée des possibilités. Le docteur Lawson a organisé un entretien avec un psychiatre hospitalier pour moi, non pas parce qu'il remettait en question ma santé mentale, mais parce qu'il reconnaissait l'impact psychologique de ce que j'avais vécu. Les événements cardiaques sont traumatisants en soi, a expliqué le docteur Harris lors de notre première séance. Mais avoir un membre de la famille qui sape activement vos soins médicaux ajoute une couche de trahison qui peut compliquer la guérison. Comment traitez-vous tout cela? Je lutte pour le comprendre, ai-je admis. Cela va au-delà de la rivalité fraternelle normale. J'ai l'impression qu'Amanda voulait activement que je souffre, peut-être même que je meure. Je ne peux pas diagnostiquer quelqu'un que je n'ai pas évalué, a dit le docteur Harris avec prudence. Mais le comportement de votre sœur, tel que vous l'avez décrit, montre des schémas préoccupants compatibles avec certains troubles de la personnalité. La manipulation systématique, l'incapacité à reconnaître la réalité lorsqu'elle entre en conflit avec son récit, l'apparent manque d'empathie pour votre souffrance. Ce ne sont pas des comportements typiques de conflit familial. Elle m'a recommandé d'établir des limites claires avec Amanda pendant ma convalescence et a suggéré des ressources pour faire face aux dynamiques familiales toxiques. Notre conversation m'a donné un cadre pour comprendre ce qui se passait, même si elle ne pouvait pas réparer la relation endommagée. Alors que mon état physique se stabilisait, j'ai commencé à rassembler des documents sur le comportement d'Amanda. Les enregistrements de Jake, les déclarations de témoins de la fête qu'il avait entendu minimiser mon état aux ambulanciers, les dossiers médicaux confirmant l'arrêt cardiaque et la maladie cardiaque sous-jacente. Et les notes du personnel hospitalier sur ses tentatives d'interférence avec mes soins. Je n'étais pas sûr de ce que je ferais de ces preuves, mais l'instinct me disait qu'elles pourraient être nécessaires pour ma protection. Mes parents luttaient pour concilier les récits contradictoires. Ils aimaient leurs 2 enfants et ne pouvaient comprendre la profondeur du dysfonctionnement de notre relation. Quand j'ai soigneusement décrit le comportement d'Amanda, y compris sa falsification de mes médicaments, ma mère a pleuré tandis que mon père arpentait la chambre d'hôpital, son tremblement s'aggravant sous l'effet de la détresse. Il doit y avoir un malentendu, a suggéré ma mère faiblement. Amanda ne vous ferait pas délibérément du mal. Je ne veux pas le croire non plus, ai-je répondu gentiment. Mais les preuves sont accablantes, et son comportement a failli me coûter la vie. Mon père, toujours le pragmatique résolveur de problèmes, a demandé, que veux-tu que nous fassions, Patrick? C'est notre fille, tout comme tu es notre fils. Je n'attends pas de vous que vous choisissiez entre nous, je les ai rassurés. Mais j'ai besoin que vous compreniez que pour ma santé et ma sécurité, je dois établir des limites avec Amanda. Et j'ai besoin que vous respectiez ces limites, même si vous ne les comprenez pas entièrement. Une semaine après mon hospitalisation, mon médecin a ordonné un bilan médical complet pour évaluer ma progression. Les résultats ont confirmé que si le danger immédiat était passé, je devrais gérer en permanence ma maladie cardiaque, le stress des derniers mois ayant considérablement aggravé ma condition congénitale, et un autre épisode pourrait s'avérer fatal. La réduction du stress n'est plus seulement une recommandation, a souligné le docteur Lawson. C'est essentiel à votre survie.
Tout ce qui cause ce niveau d'anxiété dans votre vie doit être traité. L'implication était claire. Ma relation avec Amanda n'était plus seulement émotionnellement dommageable. Elle était potentiellement mortelle. Aussi difficile que cela puisse être pour ma propre survie, je devais prendre mes distances avec l'influence toxique de ma sœur. En recueillant mes dossiers médicaux pour la planification de ma sortie, j'ai découvert autre chose de perturbant. Amanda avait dit aux gens qu'elle avait l'autorité légale sur mes décisions médicales, mais elle avait également exploré mes informations financières. Une spécialiste de la facturation hospitalière a révélé qu'Amanda s'était renseignée sur ma couverture d'assurance, mes méthodes de paiement et ma responsabilité financière, se présentant comme ma représentante désignée. Quand j'en ai parlé à Jack, il a suggéré d'approfondir. Si elle s'intéresse autant à tes finances médicales, elle pourrait avoir exploré d'autres aspects de ta vie financière également. Avec l'aide de Jack, j'ai effectué une vérification de crédit et j'ai découvert ce qui ne pouvait être décrit que comme un vol d'identité systématique. Amanda avait ouvert 3 cartes de crédit à mon nom, accumulant plus de 30 000 $ de dettes dont j'ignorais l'existence. Elle avait également tenté d'accéder à mes comptes de retraite, heureusement sans succès grâce aux mesures de sécurité en place. La découverte me laissa bouche bée, sous le choc. Cela allait au-delà de la rivalité fraternelle ou même de la manipulation de mon état de santé. Il s'agissait d'une activité criminelle qui aurait pu avoir des conséquences dévastatrices pour mon avenir financier. Combiné à son ingérence dans mes soins médicaux, le schéma montrait un niveau de malveillance que je n'aurais jamais pu imaginer de la part de ma propre sœur. Après 2 semaines à l'hôpital, j'ai été renvoyé avec des instructions strictes d'éviter le stress et de suivre un régime prudent de médicaments et de réadaptation physique progressive. J'ai qu'à insister pour que je reste chez lui plutôt que de retourner à mon appartement. Inquiet qu'Amanda puisse avoir accès ou du moins connaître l'endroit où je gardais ma clé de rechange. Tu ne peux pas être trop prudent en ce moment, a-t-il argumenté. Pas avant que tu n'aies trouvé comment gérer cette situation à long terme. Il avait raison. Mon événement cardiaque avait été mortel et ma convalescence restait fragile. Tout stress supplémentaire pourrait déclencher un autre épisode, potentiellement avec des résultats pires. Mais je savais aussi que je ne pouvais commencer une véritable guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, avant d'affronter directement Amanda à propos de son comportement. Après mûre réflexion et consultation avec le docteur Harris, j'ai organisé une rencontre avec Amanda à la cafétéria de l'hôpital le lendemain de ma sortie. L'endroit offrait à la fois l'intimité et la sécurité d'être dans un établissement médical avec une aide immédiate disponible si mon état s'aggravait pendant ce qui serait sans aucun doute une conversation stressante. Amanda est arrivée exactement à l'heure, impeccablement vêtue comme toujours, un bouquet de fleurs à la main comme si elle était la sœur dévouée rendant visite à un patient en convalescence. La performance était impeccable, mais je la reconnaissais maintenant pour ce qu'elle était, une façade soigneusement construite, conçue pour tout observateur qui pourrait regarder. « Patrick, vous avez tellement meilleure mine », s'exclama-t-elle, se penchant pour m'embrasser la joue. Nous avons tous été si inquiets. Vraiment, ai-je demandé doucement, sans lui rendre son étreinte. Parce que j'ai des preuves suggérant le contraire. Son sourire vacilla légèrement avant de se renforcer. De quoi parlez-vous? Bien sûr, j'étais préoccupé. Vous êtes mon frère. J'ai posé mon téléphone sur la table entre nous, une application d'enregistrement ouverte et prête. J'enregistre cette conversation, Amanda, pour ma protection. Je veux être clair à ce sujet dès le début. Cela semble inutile et franchement un peu paranoïaque, répondit-elle, sa voix prenant un ton inquiet qui aurait pu sembler sincère à un étranger. Vous vous sentez bien? Parfois les médicaments peuvent causer de l'anxiété et de la paranoïa. Commençons par la nuit de la fête d'anniversaire de maman et papa, ai-je continué, ignorant sa tentative de remettre en question mon état mental. Tu as dit aux ambulanciers que je faisais semblant de mes symptômes pour attirer l'attention, même après que je me sois effondré et que j'étais clairement en détresse médicale. Ce retard dans le traitement aurait pu me tuer. J'étais confuse et paniquée, a-t-elle rétorqué en douceur. C'était une situation chaotique, et j'ai pu dire quelque chose qui a été mal interprété sur le moment. Tu sais comment les gens exagèrent pendant une crise. J'ai fait jouer l'un des enregistrements de Jack où elle disait clairement à l'ambulancier que j'avais des antécédents de ces épisodes et que c'était psychosomatique, sans rien de physiquement anormal. Ces mots étaient indéniables, son ton confiant plutôt que paniqué. L'expression d'Amanda se durcit légèrement. L'enregistrement de conversation sans consentement est illégal dans de nombreux États. Pas en Pennsylvanie,
qui a des lois sur le consentement d'une seule partie. Mais ne nous laissons pas détourner par des détails juridiques. Tu as délibérément interféré avec mes soins médicaux d'urgence, Amanda. Pourquoi? Pendant un instant, elle sembla envisager de continuer à nier. Mais quelque chose dans mon regard ferme a dû la convaincre de l'inutilité. Son expression changea, le masque de sœur préoccupée tomba pour révéler quelque chose de plus froid et plus calculateur. Tu as toujours été la préférée, dit-elle, sa voix basse et amère. Parfait, Patrick. L'architecte qui réussit, le fils dévoué, celui que tout le monde admire. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de vivre dans ton ombre? D'avoir chaque réussite mesurée à la tienne et de la trouver insuffisante? Il ne s'agit pas d'une saine compétition, Amanda. Tu as falsifié mes médicaments pour le cœur. Tu as essayé de convaincre des professionnels de la santé que mon état potentiellement mortel était faux. Tu as commis un vol d'identité en ouvrant des cartes de crédit à mon nom. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui se sent négligé. Ce sont des tentatives calculées de nuire. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la mention des cartes de crédit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai les rapports de crédit, Amanda. J'ai déjà déposé des plaintes à la police pour vol d'identité. Le détective chargé de l'affaire voudra probablement vous parler bientôt. Pour la première fois, une lueur d'inquiétude authentique traversa son visage. Tu me fais enquêter par la police, ta propre sœur, après tout ce que j'ai fait pour toi? Que as-tu fait pour moi exactement? Amanda a répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais triché à l'université, saboté mes relations, dit à nos parents que j'inventais des problèmes de santé pour attirer l'attention, voler mon identité. Explique-moi s'il te plaît quelles sont les choses positives que tu as apportées à ma vie récemment. Le défi direct sembla pénétrer ses défenses. Pendant un bref instant, quelque chose comme une prise de conscience éclaira ses yeux, comme si elle voyait son propre comportement clairement pour la première fois. Mais cela disparut rapidement derrière une hostilité renouvelée. Tu as toujours tout exagéré, dit-elle avec dédain. Toujours jouer la victime quand les choses ne vont pas comme tu veux. Tellement dramatique, avoir une crise cardiaque en plein milieu de la célébration de maman et papa, voler leur moment comme tu voles tout le reste. Sa déconnexion totale de la réalité était stupéfiante. Mon arrêt cardiaque, confirmé par les dossiers médicaux, les rapports d'ambulance et de multiples témoins, était présenté comme une stratégie délibérée pour attirer l'attention. Dans son récit déformé, même mon expérience de mort imminente était en quelque sorte un coup calculé contre elle. Je pense que tu as besoin d'aide, Amanda, dis-je calmement. Une aide professionnelle. Ce niveau de ressentiment, ces distorsions de la réalité, ce n'est ni sain ni normal. J'ai besoin d'aide. Elle rit amèrement. C'est fort de café de ta part. C'est toi qui ne supportes pas de ne pas être le centre d'attention. C'est toi qui as dû revenir à Westfield pour t'immiscer dans la vie de nos parents alors que je construisais enfin une relation avec eux sans ton ingérence. J'ai alors réalisé que la conversation était inutile. Amanda était incapable de reconnaître la réalité lorsqu'elle entrait en conflit avec son récit interne. Aucune preuve, aucun argument rationnel, aucun appel aux liens familiaux ne pénétrerait la forteresse de distorsion qu'elle avait construite autour d'elle-même. Ce n'est pas productif, ai-je dit, me levant avec précaution pour éviter tout mouvement brusque qui pourrait solliciter mon cœur. Je suis venu espérant une certaine compréhension, une certaine reconnaissance de ce qui s'est passé. Mais je vois que ce n'est pas possible en ce moment. Tu t'enfuis comme d'habitude quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, a-t-elle claqué. Non, Amanda. Je choisis ma santé plutôt qu'une dispute destructrice. Mais tu dois savoir que je prends des mesures pour me protéger à l'avenir. J'ai tout documenté. J'ai déposé les rapports nécessaires et j'établis des limites que j'attends qu'elles soient respectées. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Cela signifie que je ne participerai pas à des événements familiaux où tu seras présente tant que tu n'auras pas cherché de l'aide et démontré un changement réel. Cela signifie que j'ai demandé à nos parents de garder confidentielle toute information sur ma santé, mes finances ou ma vie personnelle de toi. Cela signifie que je porte plainte pour le vol d'identité, qui était un crime indépendamment de notre relation. Son visage devint rouge de colère. Tu fais ça à ta propre sœur? Détruire ma réputation, mon avenir pour quelques malentendus? Ce n'étaient pas des malentendus, Amanda. C'étaient des choix délibérés qui ont causé de réels dommages. Et oui, je ferai cela non pas pour te faire du mal, mais pour me protéger, je l'espère.
pour créer des conséquences qui pourraient te motiver à chercher l'aide dont tu as clairement besoin. Je la laissais assise dans la cafétéria, son visage masqué par la fureur et l'incrédulité. La conversation s'était déroulée exactement comme le docteur Harris l'avait prédit, Amanda étant incapable d'accepter la responsabilité ou de reconnaître la réalité de ses actions. Mais au moins, j'avais été direct et clair sur mes limites pour l'avenir, ce qui était l'objectif principal de la confrontation. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé avec un thérapeute familial spécialisé dans les dynamiques familiales dysfonctionnelles pour élaborer un plan complet de protection de ma personne tout en maintenant des relations avec mes parents. Le docteur Mercé m'a aidé à établir des limites claires et applicables ainsi que des stratégies de communication. Votre situation est particulièrement difficile, expliqua-t-elle. Parce que le comportement de votre sœur n'est pas seulement émotionnellement nuisible, il est potentiellement mortel étant donné votre condition cardiaque. Les enjeux sont exceptionnellement élevés. Avec les conseils du docteur Mercé, j'ai programmé une réunion avec mes parents chez eux, délibérément quand Amanda serait au travail. J'ai amené Jake pour un soutien moral et comme témoin neutre, ainsi que la documentation de tout ce que j'avais découvert sur le comportement d'Amanda. Ce sera difficile à entendre, ai-je dit doucement à mes parents. Mais j'ai besoin que vous compreniez pourquoi je prends ces mesures. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai présenté des preuves de la campagne systématique d'Amanda contre moi, la falsification de médicaments, le vol d'identité, l'interférence délibérée avec mes soins médicaux, les tentatives continues de saper ma réputation et mes relations. Je leur ai montré les enregistrements de Jake, les rapports de crédit, les déclarations du personnel médical et ma propre documentation minutieuse des incidents au cours des derniers mois. Ma mère pleura ouvertement tandis que mon père restait en silence stupéfait, passant occasionnellement une main tremblante dans ses cheveux clairsemés. Les preuves étaient accablantes et indéniables, même pour des parents qui voulaient désespérément croire le meilleur de leurs 2 enfants. Nous n'avions aucune idée, murmura ma mère. Nous savions qu'il y avait des tensions entre vous, mais c'est au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Que faisons-nous maintenant, demanda mon père, son esprit d'ingénieur cherchant déjà des solutions à cette crise familiale. J'ai consulté plusieurs professionnels, expliquai-je. Un thérapeute familial, mon cardiologue et un avocat. Ils sont tous d'accord pour dire que pour ma santé et ma sécurité, je dois prendre mes distances avec Amanda tant qu'elle n'aura pas reçu une aide professionnelle. Je ne vous demande pas de la couper ou de choisir entre nous, mais je vous demande de respecter les limites que je dois fixer. Ces limites incluaient de ne pas partager d'informations sur ma santé, mon emplacement ou ma vie personnelle avec Amanda, de ne pas organiser de réunions de famille où nous serions tous les 2 présents. Et de soutenir les conséquences légales de son vol d'identité sans tenter de la protéger de ses responsabilités. Les accusations de vol d'identité, en particulier, ai-je souligné, pourraient être la seule chose qui la fera réagir. Parfois, les conséquences légales sont le seul moyen de briser un déni aussi grave. Mes parents luttèrent avec les implications, mais acceptèrent finalement de respecter mes limites. Ils reconnurent également, le cœur lourd, qu'Amanda avait besoin d'une aide au-delà de ce qu'ils pouvaient fournir en tant que parents aimants mais non formés. Nous vous soutiendrons tous les 2, promis mon père, toi dans ta guérison et tes limites, et Amanda pour obtenir l'aide dont elle a besoin. La réunion de famille s'est conclue par un plan pour aller de l'avant. Mes parents organiseraient une intervention pour Amanda avec un soutien professionnel, lui présentant les preuves de son comportement et lui proposant des options de traitement. Si elle refusait, ils lui feraient clairement comprendre que si leur amour était inconditionnel, leur soutien à un comportement destructeur ne l'était pas. Alors que je quittais la maison de mes parents ce jour-là, j'ai ressenti un mélange complexe de chagrin et de soulagement. La situation avec Amanda était loin d'être résolue, mais j'avais pris des mesures concrètes pour me protéger tout en lui offrant un chemin vers une aide authentique et une réconciliation potentielle. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti l'espoir qu'une guérison puisse être possible, même si le chemin à parcourir serait long et difficile. L'intervention pour Amanda a eu lieu 3 semaines après ma rencontre avec nos parents. Le docteur Mercé a facilité la rencontre, faisant appel à un psychiatre spécialisé dans les troubles de la personnalité. Pendant ce temps, mes parents, Jake et moi, avons présenté un front uni de préoccupations mêlées de limites fermes. Amanda a d'abord réagi avec une indignation et un déni prévisible, nous accusant de comploter contre elle et de fabriquer des preuves. Mais confrontée à la documentation irréfutable, y compris les rapports de police, les dossiers médicaux, les enregistrements audio et les déclarations de témoins, sa façade défensive a commencé à se fissurer. « Pourquoi m'attaquez-vous tous ?» a-t-elle demandé, les larmes coulant sur son visage. « Je suis la victime ici.
Patrick a toujours été le préféré. Il a toujours obtenu tout ce qu'il voulait pendant que je luttais pour la moindre reconnaissance. Le docteur Greenberg, le psychiatre, a parlé doucement mais fermement. Amanda, je comprends que vous vous sentiez blessée et négligée. Ces sentiments sont valides, mais vos réponses à ces sentiments sont devenues destructrices, tant pour les autres que pour vous-même. Les comportements dont nous discutons aujourd'hui ne sont pas des expressions normales de rivalité fraternelle ou de tension familiale. Ils représentent des problèmes graves qui nécessitent un traitement professionnel. Alors, je suis folle maintenant, a-t-elle défié amèrement. Parfait. Patrick est physiquement malade, donc je dois être mentalement malade. C'est pratique. Il ne s'agit pas d'étiquette ou de comparaison, a poursuivi le docteur Greenberg. Il s'agit de reconnaître les schémas de comportement qui causent du tort et de trouver des moyens plus sains de gérer les sentiments sous-jacents. L'intervention a duré près de 5 heures, alternant entre la colère, le déni, la négociation et finalement l'épuisement d'Amanda. Quand elle s'est enfin tue, mon père lui a pris les mains. « Nous t'aimons, Amanda » a-t-il dit, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Rien ne changera jamais cela. Mais aimer, c'est vouloir ce qu'il y a de mieux pour toi. Et en ce moment, ce qu'il y a de mieux, c'est de te faire aider. Nous te soutiendrons tout au long de ce processus, mais nous ne pouvons pas soutenir des comportements qui nuisent aux autres ou à toi-même. » Dans ce moment de vulnérabilité, j'ai entrevu la petite sœur que j'avais protégée dans la cour de récréation des décennies auparavant, avant que la compétition et le ressentiment n'aient corrodé notre relation. Malgré tout, je me suis retrouvé à espérer sa guérison presque autant que je m'étais concentré sur la mienne. Je suis prêt à pardonner tout ce qui s'est passé, lui ai-je dit sincèrement. Si tu es prête à te faire aider et à travailler pour changer, non pas pour moi, mais pour toi. Tu mérites une vie qui ne soit pas consumée par ses sentiments. Quelque chose dans mes mots a semblé l'atteindre. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois peut-être dans nos vies d'adultes, sa réponse n'était ni calculée ni théâtrale. Je ne sais pas comment arrêter, admit-elle d'une petite voix. Les pensées viennent et elles me semblent si réelles, et avant que je ne m'en rende compte, je me suis convaincu qu'elles sont vraies. Le docteur Greenberg hocha la tête avec encouragement. C'est une perspicacité importante, Amanda. Reconnaître ce schéma est le premier pas vers le changement. À la fin de cette journée épuisante, Amanda avait accepté de suivre un programme intensif de thérapie ambulatoire spécialisé dans les troubles de la personnalité et la régulation émotionnelle. Le programme comprendrait une thérapie individuelle, des séances de groupe et une évaluation psychiatrique pour d'éventuels médicaments. Elle a également accepté à contre-cœur qu'il y aurait des conséquences légales pour le vol d'identité qui ne pouvaient être évitées, bien que mes parents aient fait appel à un avocat spécialisé dans les affaires impliquant des facteurs de santé mentale. Quant à moi, les mois qui ont suivi mon arrêt cardiaque ont été entièrement consacrés à la récupération, tant physique qu'émotionnelle. J'ai suivi rigoureusement le plan de traitement du docteur Lawson, retrouvant progressivement ma force grâce à des programmes de réadaptation cardiaque. La principale source de stress dans ma vie étant désormais traitée, ma condition cardiaque s'est considérablement stabilisée. Bien que je devrais toujours être vigilant quant à ma santé. J'ai établi des limites claires avec Amanda, y compris aucun contact direct en dehors des séances de thérapie familiale supervisée jusqu'à ce que son équipe de traitement confirme des progrès significatifs. Cette séparation fut douloureuse mais nécessaire, créant un espace pour que nous puissions tous deux guérir sans déclencher d'anciens schémas d'interaction. 6 mois après l'intervention, j'ai organisé une petite réunion dans mon nouvel appartement pour célébrer ma guérison. Mes parents y ont assisté, ainsi que Jake, et quelques amis proches qui m'avaient soutenu pendant l'épreuve. Amanda n'était pas présente car nous n'avions pas encore atteint le point de nos rétablissements respectifs où un contact direct était souhaitable. À la santé et au nouveau départ, a trinqué Jake, levant son verre avec un sourire qui reconnaissait à la fois les progrès réalisés et les défis à venir. Mon père, dont le traitement contre la maladie de Parkinson avait été ajusté et montrait des améliorations, a ajouté son propre toast, et à la famille sous toutes ses formes compliquées. Le rassemblement fut modeste mais significatif, un marqueur du chemin parcouru depuis ces moments terrifiants où mon cœur s'était littéralement arrêté. J'avais fait face à la mortalité et en étais ressorti avec une appréciation plus profonde de la vie et de sa fragilité, ainsi qu'une compréhension plus claire des relations qui me nourrissaient et de celles qui étaient devenues toxiques. À peu près à la même époque, j'ai commencé à partager mon expérience avec un groupe de soutien pour les survivants d'événements cardiaques. De nombreux membres étaient plus âgés, surpris de voir quelqu'un dans la trentaine rejoindre leur rang.
Leurs histoires de rétablissement m'ont donné de l'espoir. Alors que mon expérience du stress familial en tant que facteur contribuant aux problèmes cardiaques a résonné auprès de beaucoup qui avaient des expériences similaires, quoique moins extrêmes, le stress ne fait pas seulement du mal, ai-je expliqué lors d'une séance. Il peut littéralement vous tuer. Apprendre à reconnaître les situations toxiques et à vous en retirer n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Ces conversations m'ont inspiré à développer une fondation axée sur le soutien aux personnes atteintes de maladies médicales cachées, en particulier celles compliquées par les dynamiques familiales ou l'incrédulité des autres. La fondation, The Hat of the Matter, a commencé modestement mais a rapidement pris de l'ampleur, offrant des ressources, une communauté et un plaidoyer pour ceux dont les maladies invisibles étaient rejetées ou minimisées par les membres de leur famille. Le parcours d'Amanda fut plus long et plus complexe. Le programme de thérapie a révélé ce que le docteur Harris avait soupçonné, elle présentait de forts traits de troubles de la personnalité narcissique avec des caractéristiques limites, une combinaison difficile qui expliquait une grande partie de son comportement envers moi. Ce n'était pas une excuse pour ses actions, mais cela fournissait un cadre de compréhension et de traitement. Les accusations de vol d'identité ont abouti à une probation plutôt qu'à une peine de prison, avec la continuation obligatoire du traitement psychiatrique comme condition. Cette conséquence légale, bien que difficile, a fourni la structure externe dont Amanda avait besoin pour rester engagée dans sa guérison lorsque la motivation interne vacillait. 1 an après mon arrêt cardiaque, Amanda et moi nous sommes rencontrés en face à face lors d'une séance animée par nos 2 thérapeutes. La réunion était soigneusement structurée pour éviter de retomber dans d'anciens schémas, avec des limites claires et des interventions thérapeutiques si nécessaires. J'ai travaillé pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, commença Amanda, sa voix plus stable que je ne m'en souvenais. La jalousie était si intense que j'avais l'impression de m'y noyer. Je me suis convaincu que te faire du mal était le seul moyen de me sentir mieux. Cela a-t-il changé, ai-je demandé avec prudence. Elle hocha la tête. Les pensées viennent encore parfois, mais je peux les reconnaître maintenant pour ce qu'elles sont, des distorsions plutôt que la réalité. Et j'apprends d'autres façons de gérer ces sentiments quand ils surgissent. Je suis sincèrement heureux de l'entendre, Amanda. Votre rétablissement est important pour moi. Même après tout ça, pourquoi, demanda-t-elle, une confusion sincère dans son expression. Après ce que j'ai fait, pourquoi te soucierais-tu de moi? Parce que tu es ma sœur, ai-je répondu simplement. Et parce que s'accrocher à la colère ne ferait que nuire à mon cœur d'une autre manière. Cette rencontre fut la première de nombreuses interactions soigneusement gérées, reconstruisant progressivement une relation qui ne serait jamais la même qu'avant, mais qui pourrait éventuellement devenir quelque chose de plus sain et plus authentique. Nous ne serions jamais les frères et sœurs proches des rêves d'enfance, mais nous pourrions apprendre à coexister avec un respect mutuel et des limites appropriées. Mes parents, eux aussi, ont entamé leur propre processus de guérison. Les séances de thérapie familiale ont révélé des schémas qu'ils avaient involontairement établis pendant notre enfance, le favoritisme involontaire, les dynamiques compétitives qu'ils avaient encouragées. Ils ont travaillé avec diligence pour changer ces schémas, apprenant à se rapporter à chacun de leurs enfants adultes en tant qu'individus plutôt qu'en tant qu'entité concurrente. Nous ne savions pas le mal que nous faisions, a avoué ma mère lors d'une séance particulièrement émotionnelle. Nous pensions qu'une petite compétition saine vous motiverait tous les deux. Nous n'aurions jamais imaginé que cela tournerait ainsi. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque, l'ai-je rassuré. Et vous faites les bonnes choses maintenant, c'est ce qui compte. Alors que le premier anniversaire de mon arrêt cardiaque approchait, je me suis retrouvé à réfléchir au parcours extraordinaire de la quasi-mort à une nouvelle vie. L'expérience m'avait fondamentalement changé, forçant une réévaluation des priorités et des relations qui, autrement, auraient pu prendre des décennies ou ne jamais se produire du tout. Ma carrière continuait, mais avec un meilleur équilibre entre la réussite professionnelle et le bien-être personnel. J'avais appris à la dure que le succès comptait peu si ma santé était sacrifiée pour l'obtenir. Je consacrais maintenant une partie de ma pratique architecturale à la conception d'espaces spécifiquement dédiés à la guérison et à la récupération, alignant mes compétences professionnelles sur mes valeurs personnelles. La fondation, The Hat of the Matter, s'est développée régulièrement, aidant d'autres personnes à naviguer dans l'intersection complexe de la santé physique, des dynamiques familiales et des limites personnelles. Chaque personne qui trouvait un soutien grâce à nos ressources représentait une petite victoire, une vie potentiellement sauvée des conséquences dangereuses du stress toxique. Amanda a poursuivi son traitement avec une amélioration progressive et des revers occasionnels. Comme c'est typique des troubles de la personnalité,
nous avons maintenu des limites claires tout en soutenant son processus de guérison à une distance appropriée. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais la voie à suivre était plus claire que jamais. Mes parents, désormais plus conscients des dynamiques familiales, ont travaillé à soutenir leurs 2 enfants sans encourager les comportements destructeurs. La maladie de Parkinson de mon père est restée stable avec le traitement, et ma mère a trouvé une satisfaction inattendue dans le bénévolat auprès de programmes de sensibilisation aux maladies cardiaques, canalisant son expérience pour aider les autres. Un soir, alors que j'étais assis sur le porche de ma nouvelle maison, regardant le coucher de soleil avec Jake à mes côtés, il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir après tout ce qui s'était passé. Regrettes-tu d'être revenu à Westfield? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Non, je ne crois pas. Aussi douloureux que ce voyage ait été, il a fait remonter à la surface des problèmes qui auraient pu s'envenimer indéfiniment autrement. Amanda n'aurait peut-être jamais reçu d'aide. Je n'aurais peut-être jamais découvert ma maladie cardiaque avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux destinations les plus nécessaires. Et c'était la vérité que j'avais découverte à travers cette épreuve. Mon cœur s'était littéralement arrêté. Mais en s'arrêtant et en redémarrant, il avait retrouvé un rythme plus sain. Ma famille avait été fracturée, mais elle guérissait lentement pour devenir quelque chose de plus authentique. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous avait finalement tous libérés pour recommencer. Que dirais-tu à d'autres personnes confrontées à des crises familiales similaires, a demandé Jake. Toujours en soutien à mon travail de fondation, je leur dirais que parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour la personne qui vous fait du mal, est d'établir des limites fermes. Que le pardon ne signifie pas permettre à un comportement nuisible de continuer. Que votre santé, physique et émotionnelle, n'est pas quelque chose que vous devriez sacrifier pour qui que ce soit, même la famille. Et surtout, que la guérison est possible, même des blessures les plus profondes, si vous êtes prêt à affronter la vérité et à faire le difficile travail de récupération. Alors que la dernière lumière s'estompait du ciel, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait échappé trop longtemps. Mon cœur, autrefois littéralement arrêté par le stress et une prédisposition génétique, battait maintenant régulièrement dans ma poitrine, un rappel constant de ma fragilité et de ma résilience. La relation avec ma sœur ne serait jamais simple. Mais elle était au moins maintenant basée sur la réalité plutôt que sur la fiction. Et j'avais trouvé un sens en aidant d'autres personnes à naviguer dans des parcours similaires, transformant un traumatisme personnel en guérison communautaire. Avez-vous déjà vécu un moment qui a complètement changé une relation dans votre vie? Un tournant où les choses ne pouvaient plus revenir à ce qu'elles étaient avant. J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon expérience, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de guérison et de transformation, et partager avec quelqu'un qui pourrait être aux prises avec des dynamiques familiales toxiques. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage et je vous souhaite la santé, à la fois dans votre cœur et dans vos relations.